Je vais appeler tout de suite les participants à la seconde table ronde de la matinée, enfin la deuxième précisément, sur la nouvelle donne du secteur spatial, quelles opportunités pour les entreprises, donc à la fois du secteur spatial et des entreprises en général. Donc Rodolphe Velmer, directeur général de Telsat, si vous voulez bien me rejoindre. Jonathan et Clément Gallic, vous êtes PDG et directeur général de Unseen Labs. Dominique Marbouti, coordinateur interministériel de Copernicus et Géo. Virginie Périllon, product manager de Xerius. Ruth Pritchard-Kelly, vice president regulatory affairs de OneWeb. Et enfin Alexandre Vallet, chef du département spatial de l'UIT. Merci. Vous êtes condamné à être à côté de moi. Déjà, première satisfaction, il y a 2 fois plus de femmes parmi les intervenantes sur cette nouvelle table ronde qu'à la précédente. Et ensuite, c'est une table ronde qui est aussi marquée par une forte présence de start-up, donc qui est quand même un bon signe pour ce secteur. Mais je vais quand même passer la parole d'abord à Rodolphe Velmer avec une question justement sur un marché qu'on imagine dominé par des gros acteurs imposants et historique. Comment on intègre toutes ces startups, ces nouveaux écosystèmes et ces nouveaux entrants et sur ce secteur spatial qui est en proie à des nouveaux défis, en prenant un petit peu de hauteur sur le sujet? Bien, merci pour votre question. Effectivement, moi, je représente Eutelsat aujourd'hui, qui n'est plus une start-up depuis quelques années, puisqu'on est un des leaders mondiaux de notre activité. Et pourquoi est-ce que les acteurs sont assez gros dans notre secteur? C'est parce que les investissements à consentir sont colossaux. Nous-mêmes, on investit à peu près 500 millions d'euros par an au service du développement de nos réseaux qui sont dans l'espace. Et donc, pour consentir des investissements de telle nature, évidemment, il faut des sociétés qui sont assez solides financièrement et qui sont de grande taille. Néanmoins, on voit que l'industrie des télécoms en général, des services apportés aux populations, sont en phase de développement très fort et que la demande pour de la connectivité sous toutes ses formes, en tout point du globe, est en train de se développer énormément. Et ça nécessite d'amener des services à des prix compétitifs, à des populations, et ce de plus en plus et de façon accélérée pour répondre à cette demande de connectivité, de réduction de la fracture digitale, de connexion des objets. Et donc ça veut dire embrasser des nouvelles équations de valeur, embrasser des nouveaux services, et pour ça, nécessiter d'accélérer le cycle d'innovation de notre industrie. Et c'est là que je réponds à votre question plus directement. Comment est-ce qu'on innove dans notre industrie? De différentes façons, organiquement. On a tous des secteurs de recherche et de développement avec des ingénieurs très talentueux, mais on s'appuie aussi sur des logiques d'innovation ouverte. On va chercher à nouer des partenariats avec des startups qui elles-mêmes développent des approches innovantes dans notre secteur d'activité. Partenariat, collaboration, cofinancement et investissement dans des fonds d'amorçage. Donc l'ensemble de cette panoplie qui vise pour nous à émuler l'innovation pour pouvoir embrasser rapidement ces marchés qui s'avancent. Je vais vous faire mentir tout de suite avec Jonathan ou Clément ou les deux. Vous parlez de gros acteurs dans le secteur et là on a un joli panel d'acteurs qui me semble ne sont pas si gros que ça. Et qu'est-ce qui a changé dans le secteur qui a permis à des gens comme Unseen Labs de pouvoir se lancer? Alors, principalement, c'est le format. Eutelsat travaille principalement sur des jeux stationnaires où on parlera après sûrement des constellations en orbite basse. Ça reste des gros satellites. Nous, ce qu'on utilise, c'est du petit satellite. À la base,
développés dans des cadres universitaires, à Berkeley par exemple. Donc c'est des petits formats, c'est des petites boîtes à chaussures de moins de 10 kg. On avait dit boîte à bottes. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Le format, c'est 10 cm par 20 cm par 30 cm. Donc c'est tout petit. Donc il y a cette partie-là technologique, mais aussi l'accès à l'espace. Bon, il faut utiliser une fusée pour mettre ces systèmes en orbite. Et c'est aussi ce domaine-là qui se prépare un petit peu à l'arrivée de ces nouveaux acteurs. C'est de plus en plus facile de réserver un tir sur un lanceur. Ça reste encore complexe, mais c'est largement faisable et abordable par des entreprises de la dizaine de personnes comme Unseen Labs. Ruth, si vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet. Yeah, sure. Merci beaucoup. Je suis désolé, je parle en anglais. Oui, depuis le début de la communication sans fil, il était très difficile d'utiliser le géostationnaire pour passer un appel téléphonique. Donc il y a des technologies plus proches. Et c'est seulement dans les 5 dernières années que les ingénieurs ont pu se rattraper et ont créé cette nouvelle technologie spatiale et terrestre. Donc la taille des terminaux est beaucoup plus compacte et c'est vraiment ça qui fait en sorte que les technologies sont révolutionnées. C'est notre possibilité d'avoir un dispositif à tout moment. Xarius, qu'on avait préparé cette table ronde, on avait évoqué les usages en fait de ces nouvelles constellations, et un des usages était le suivi et la compréhension de l'évolution du climat. Je crois qu'on ne pouvait pas être plus dans l'actualité. Si vous pouvez nous expliquer un peu plus en quoi ces nouvelles constellations peuvent nous apporter, nous aider à mieux comprendre le changement climatique. Bonjour. Donc en effet, nous, Xarius, on a un bureau d'études en radiofréquence depuis 1999. On travaillait dans des secteurs plutôt militaires, industriels, aéronautiques, aérospatiales. Et depuis donc 2016, on a décidé de mettre justement à profit de la biodiversité ces technologiques. On s'est rendu compte qu'il y avait de nouveaux élans en fait, qui arrivaient sur le marché, notamment au niveau du satellitaire, nous permettant de miniaturiser pour accéder justement au tracking de petits animaux, voilà, de la biodiversité. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on pose des petits trackers. Tout à l'heure, Ruth le parlait, disait des small devices. Nous, on va, pour des tracteurs GPS, on va de 1 gramme à 26 grammes, le plus gros qu'on ait fait. Voilà, avec panneaux solaires, batteries, pour suivre la biodiversité. Et derrière, ça nous apporte en même temps donc, des données climatiques et des données aussi sur l'impact de l'activité anthropique que peut avoir l'activité anthropique sur les animaux. Voilà, donc on s'inscrit vraiment une nouvelle démarche. On garde la partie bureau d'études, mais on la réutilise pour l'environnement. Donc c'est pareil pour vous avez deviné que j'allais vous passer la parole. Je ne sais pas si je vais vous poser une question du coup. Ouais, je peux parler directement, puisqu'effectivement, ce dont je m'occupe se poursuit un petit peu dans la logique qui vient juste d'être présentée, puisque moi, je suis le responsable français pour un programme qui s'appelle Copernicus, qui est un programme européen, essentiellement de surveillance pour l'environnement et aussi pour la sécurité. Qui s'occupe d'une part, je dirais, d'assurer les mesures qui sont nécessaires, qui sont essentiellement des observations satellitaires. Donc il y a déjà 7 satellites qui ont été lancés, qui sont des satellites qui s'appellent Sentinelle. Et puis il y en a encore une bonne dizaine qui sont prévus, mais qui va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il développe aussi tous les services en aval pour utiliser les données de ces satellites pour la surveillance de l'environnement. Ça va par exemple de la dynamique des océans, la chimie de l'atmosphère, les mouvements du sol, que ce soit tremblement de terre ou que ce soit simplement des affaissements sous des bâtiments, y compris des affaissements d'infrastructures elles-mêmes. Et puis, qui a tout un côté, ça nous ramène au tout début des interventions, de développement, enfin de mettre à disposition l'ensemble de ces données. Il y a une politique de données libres, ouvertes et gratuites, et les mettre à disposition pour les développements, et y compris d'aider, je dirais, au démarrage par des startups pour, à partir de l'ensemble des données, de ces données, de développer des nouveaux services. Donc ça fait un secteur spatial qui est très dynamique et qui est très occupé.
Et il y a une question qui se pose, Alexandre Vallet, on va faire le lien avec l'intervention aussi de François Rancy tout à l'heure. Comment on fait pour éviter un embouteillage spatial? Alors, si j'ai bien compris, il y a deux enjeux. Un, les déchets des satellites, mais ce n'est pas un sujet qu'on va aborder ce matin, désolé. Et deux, les fréquences, pour que chacun puisse avoir une place, il faut que les fréquences soient disponibles. Oui, donc en fait, les fréquences qui sont attribuées pour les satellites, il faut que vous sachiez qu'elles ne sont pas attribuées ni à une orbite spécifique, ni à une utilisation spécifique. Elles sont à partager entre les différents systèmes. Pour faire ce partage, jusqu'à présent, c'était essentiellement dû à des différences orbitales. Tous les satellites n'étant pas sur les mêmes orbites, les satellites pouvaient partager. L'avènement des constellations remet en cause un petit peu cette logique, puisque entre constellations, une constellation utilise un grand nombre de satellites sur la même orbite. Dès lors, il est plus difficile de partager les fréquences. Alors c'est plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc il y a actuellement un grand nombre de travaux au niveau international pour déterminer comment des constellations peuvent partager. Ceci dit, il y a des limites physiques tout de même, et donc il est probable que le spectre ne puisse pas être partagé par tous les acteurs actuellement, qui peuvent être actuellement discutés dans la presse. Tous les acteurs qui proposent des constellations ne seront sans doute pas un jour en orbite. La différence se fera sans doute sur la pertinence des modèles d'affaires, mais également sur la capacité à accéder aux fréquences dans chaque pays. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que les satellites, certes, ils utilisent des fréquences dans l'espace, et le rôle de l'UIT est d'enregistrer ces fréquences et de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème dans l'espace. Mais ensuite, vous avez besoin aussi, dans chaque pays, d'avoir des licences d'utilisation. Et c'est un autre enjeu important. Il faut avoir accès au marché dans chaque pays. Et cela, selon les différents systèmes, eh bien, cela pourra sans doute faire la principale différence. Ruth, est-ce que c'est quelque chose que vous estimez, enfin, une opportunité ou un risque, justement, cet accès aux fréquences pour une entreprise comme la vôtre? Est-ce que vous pensez que vous aurez suffisamment de fréquences pour pouvoir exercer pleinement votre business? On n'a jamais assez de fréquences. On va commencer par le dire. Gilles a dit, nous sommes en train de se diriger vers une utilisation massive des fréquences. Mais je pense que la question, ce n'est pas seulement de partager les fréquences, mais partager des espaces, que ce soit une constellation avec une centaine d'objets ou bien une nanosatellite qui est envoyée provisoirement. Il y a aussi le problème de débris spatiaux. L'espace doit être nettoyé également. Et je pense que ce sont des choses qui sont liées et c'est vraiment ça le problème auquel l'industrie doit faire face. Nous devons savoir partager et également optimiser nos ressources et ne pas produire des débris. Jonathan? Clément, j'avais une chance sur deux, pardon. Sur la question des fréquences, est-ce que vous estimez que vous êtes suffisamment bien protégé, nanti? Et si vous avez des messages, vous avez l'ANFR, n'hésitez pas, ils vous écoutent. Alors c'est vrai que nous, en tant qu'opérateurs, c'est indispensable les fréquences de communication avec nos satellites. Alors nous, on fait l'observation de la Terre, donc on a déjà la chance de n'avoir besoin que de fréquences de communication. C'est-à-dire qu'on ne divulgue pas de réseau de nos satellites. En France, on est plutôt bien lotis. Nous, on allait directement s'adresser il y a un petit moment maintenant à la NFR pour mettre en place toute la stratégie de demande d'allocation de fréquences. Donc on a fini avec succès il y a quelques semaines, donc c'est très récent. Mais oui, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est assez simple dans le sens où on est assez bien guidé par les administrations françaises. Après, en France, là, tout ce qui concerne un peu en dehors des fréquences, mais les débris, je fais un petit aparté parce que comme ça a été évoqué, on a aussi une loi spéciale en France où on doit prouver que typiquement on désorbite nos satellites en moins de 20 ans pour limiter les propagations et les problèmes de débris en orbite. Donc en fait, en France, c'est très réglementé, mais c'est très bien cadré. Et honnêtement, ça prend un peu de temps, mais ça nous a garanti de pouvoir utiliser nos services à plein et pouvoir maximiser un petit peu l'emploi de nos constellations.
Sur la même question. Oui. Sur la même question, dans le domaine de l'observation de la Terre, puisqu'on travaille dans le même domaine, en fait, on a besoin finalement il y a deux utilisations des fréquences. Il y a une utilisation qui est pour transmettre les données d'observation, que ce soit des images, des photographies, si vous voulez. Et puis, il y a aussi ces fréquences qui sont utilisées pour mesurer des paramètres, en particulier de l'atmosphère. Et dans ce cas-là, les fréquences qui sont nécessaires ne sont pas prises au hasard. C'est des fréquences qui correspondent, je dirais, aux capacités de transmission ou au contraire d'absorption de l'atmosphère. Et donc, il y a des bandes de fréquences où si... À ce moment-là, si elles sont, et ce qu'on fait, c'est qu'on mesure essentiellement ce qui est émis par l'atmosphère. C'est des quantités très très faibles. Donc il faut arriver à mesurer. On mesure par exemple le profil de vapeur d'eau en utilisant ce qu'on appelle la fenêtre de la vapeur d'eau. C'est-à-dire en fait, ça correspond aux fréquences de résonance de la molécule H2O. Et ça se trouve dans la bande 23,6-25 GHz, qui est actuellement une des fréquences qui est considérée pour la 5G. Il est évident que si on se retrouve avec beaucoup d'émissions de la part d'appareils 5G dans cette fréquence, simplement on ne pourra plus mesurer la vapeur d'eau. Et vous pouvez en tirer toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Parlez-en aux gens du Languedoc, par exemple. Sur cette problématique, Virginie, vous qui êtes sur les problématiques climat, est-ce que vous pensez que ça peut changer, impacter votre modèle? Nous, au niveau de nos balises, on a des balises donc, qui sont hybrides et dans lesquelles on a plusieurs fréquences. Pour tout ce qui va être fréquence satellitaire, on travaille sur du réseau Argos qui est des fréquences propres. Donc pour nous, là-dessus, il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est assez bien géré. Et puis d'autant plus avec Kinéis, on a hâte qu'ils sortent les nanosats pour avoir d'autant plus de satellites suivis, donc émettre moins fréquemment et donc faire des objets encore plus petits que du 18 grammes pour Argos. Donc ça, nous avons hâte. Et après, pour le réseau Sol, donc, il y a des technologies. Aujourd'hui, il y a des bandes de fréquences qui sont ouvertes, avec lesquelles nous travaillons, que ce soit le 868 ou le 434. En effet, ce sont des fréquences qui, à terme, avec l'arrivée des IoT, on a clairement un petit peu peur d'être sans arrêt brouillé ou de ne pas avoir suffisamment de place pour pouvoir émettre et donc répondre, faire du suivi. Voilà. Après, on a quand même aussi la chance de travailler dans des domaines où les espèces sauvages en milieu urbain, où on retrouve beaucoup d'objets connectés, il y en a un petit peu moins. Donc c'est vrai qu'on a un potentiel de brouillage qui va être moins élevé que des trackers pour des véhicules ou pour la mobilité au sein du foyer, par exemple. Mais après, derrière, il y a quand même des enjeux à ce niveau-là, au niveau des bandes de fréquences plus locales. Et sur Rodolphe Belmer, sur cette évolution des usages, le satellite, pour moi, c'était longtemps synonyme de broadcast et de recevoir la télé à la campagne. Et est-ce qu'on peut voir un peu plus loin et justement, en termes de couverture de territoire et d'évolution avec l'IoT, quelles sont les nouvelles opportunités qu'apportent ces constellations, éventuellement celles de Telsat aussi? Parisianisme mis à part, parce que c'est pas uniquement les gens à la campagne qui reçoivent la télé par satellite, puisque François Rancy citait le chiffre tout à l'heure d'1 milliard d'êtres humains qui reçoivent la télévision, le divertissement, l'information par ce moyen. Donc c'est un moyen de télécommunication qui est assez critique. C'est vrai que le satellite s'est développé, les télécommunications par satellite, je ne parle pas d'observation, s'est développé historiquement autour de deux grandes applications qui sont pour la principale la distribution de chaînes de télévision et secondairement les services gouvernementaux. On est en train de voir arriver tout un nouveau champ d'air applicatifs qui sont autour de la connectivité. Et la connectivité, ça veut dire soit le très haut débit, amener de l'Internet de très haut débit aux foyers, aux citoyens qui vivent en dehors des grandes villes, en dehors de l'empreinte des réseaux fibrés et probablement demain des réseaux 5G densifiés. Donc ça, c'est la première chose. C'est un élément qui est critique. On sait que c'est lié avec le facteur de développement humain, que c'est lié avec le développement du PNB, connecter les humains
en tout lieu. C'est un des objectifs de l'ONU du millénaire. Deuxième élément, et qui va nécessiter des conceptions technologiques complètement différentes, c'est l'Internet des objets. Et là, on parle aussi d'accompagner tous les services de connexion qui seront présents dans les centres urbains, en dehors des centres urbains, pour apporter des services de connectivité en mobilité aux objets. Et ça nécessite des infrastructures qui sont différentes et qui sont des infrastructures de satellites en orbite basse, qui opèrent dans des bandes de fréquences, elles aussi, beaucoup plus basses, pour pouvoir être compatibles avec des terminaux qui sont très peu consommateurs d'énergie et qui savent communiquer directement de la Terre au satellite. Je ne rentre pas dans le détail. Et donc, on va voir se développer, pour les applications télécom liées à la connectivité en tout point du monde, deux grands types d'infrastructures. Des satellites extrêmement puissants, capables de produire beaucoup de capacités, probablement des géos, peut-être aussi des méos. Nos collègues de SES ont développé une technologie méo qui est... Excusez-moi, méo c'est orbite moyenne, pardon. Ça veut dire Medium Earth Orbit. Grosso modo, des très gros satellites, géo ou méo, capables d'amener énormément de capacités et donc capables d'amener de l'Internet à bas coût aux citoyens qui sont en demande dans le monde. Et deuxième technologie, des satellites probablement nano ou des petits satellites pas chers en orbite très basse, capables d'opérer dans des bandes de fréquences très basses pour amener de la connectivité aux objets et donc compléter les réseaux terrestres. C'est ça qu'on voit à l'avenir et on pense que dans ces domaines-là, il y a un potentiel de rendre un service très important à l'avenir aux populations et probablement de monétiser de façon très efficace ces services. Ruth, you wanted to add something? He said monetized might be interesting. You know, I think it's C'est quelque chose qui est très important. Il faut reconnaître véritablement que les satellites, c'est plus exactement tel que on les voit jusqu'à présent. Ça va être comme une sorte de véhicule. Quelquefois, on a besoin d'une bicyclette. Quelquefois, on a besoin d'un camion, Et les satellites, ils vont se diversifier de la même façon. Quelquefois, on va avoir besoin d'un avion ou d'un véhicule de croisière. Il va y avoir toute une série de technologies disponibles pour utiliser ces transferts de communication dans les deux sens et qu'il faudra bien reconnaître. Il faut voir qu'il y a toute une série d'options. On a besoin d'un mélange, d'un mix de l'ensemble de ces techniques pour obtenir l'ensemble des services dont nous avons besoin. Satellite avec des balises, des objets au sol. Ah, vous avez rechangé le micro de main. Je crois que c'était Clément. Vous, si j'ai bien compris, en fait, vous faites de l'observation de bateaux en mer, mais là, il n'est pas question de balises. Est-ce que vous allez répondre à ma question? Comment vous faites? Alors, en fait, ils ne veulent pas répondre à la question depuis tout à l'heure. Je répondrai un peu à la question. Alors, on fait de l'observation de la Terre, mais ni dans l'optique ni le radar. Ce qui se fait, donc, en gros, c'est pas des images de la Terre. Ce qu'on fait, c'est qu'on observe les émissions de radiofréquences des différents mobiles sur Terre. Donc, nous, notre premier service, c'est la surveillance maritime. Et on regarde les émissions passives électromagnétiques des bateaux. Typiquement, il y a des émissions qu'on considère comme actives, toutes les balises à bord, on parlait d'AIS ou de l'Argos, etc., qui émettent la position et le nom du bateau d'une manière involontaire. Le souci dans la surveillance maritime, c'est que ça, c'est à la volonté du capitaine. Le capitaine coupe ses balises, le bateau disparaît. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les autres émissions électromagnétiques. Je n'en dirai pas plus. Et à partir de là, on fait des cartes de localisation et de suivi des bateaux. Donc voilà, c'est un élément complémentaire à la panoplie de surveillance maritime qui existe. C'est un nouveau type de capteur pour un nouveau type de données. Et donc sans balises. Enfin, sans et donc objets, sans balises, c'est fait principalement pour repérer les bateaux dits non coopérants, c'est-à-dire les bateaux qui font des choses illégales en mer. On parle de pêche illégale, de dégazage, ou toute activité non monitorée en mer, ou alors de la sécurité, tout simplement un bateau qui perd ses balises. Nous, on est capable de le retrouver et de le suivre. Vous vouliez... Non, je voulais réagir. Sur aussi un point sur le satellite, maybe Ruth, sur cette peut-être couverture, l'omniprésence en fait de la couverture sur tous les territoires, que ce soit pour apporter une aide à la mobilité, à la connectivité. Comment est-ce que demain il y aura
plus de zones blanches, plus de zones non couvertes, qu'on soit en mer ou en plein milieu d'un désert. Est-ce que le satellite, c'est la réponse à ça en complément des réseaux terrestres? En fait, est-ce qu'on va réussir à avoir comment est-ce qu'on va trouver à faire cette couverture globale, ou est-ce qu'on va voir les utilisateurs? Mais c'est tout d'abord ceux qu'on n'arrive pas à atteindre sur le plan les avions qui sont au milieu de nulle part, les bateaux au milieu de nulle part qui ne seront jamais atteints par un câble ou une fibre ou des bases terrestres. Mais également, une fois que ce réseau existe, qu'il est mis en place, et quand on voit il y a quelques années aux États-Unis, si on n'y va pas, ils viendront. Mais ces technologies vont arriver et il va y avoir toute une série. Il y a les réseaux 3D. Il va certainement y avoir encore d'autres systèmes, des satellites stationnaires qui vont permettre de fournir une couverture 4G au débit partout dans le monde, parce qu'on travaille déjà avec toute une série d'organisations pour s'assurer que c'est quelque chose qui va se produire, et ça fait partie des technologies sur lesquelles on travaille. Je crois qu'un certain nombre d'applications seront idéales pour le stationnaire, il y en a qui seront bien pour la proximité immédiate, il y en a qui seront pour des endroits totalement perdus. Et il y a toute une série d'utilisateurs et d'utilisations, et je crois qu'on ne manquera pas de demandes. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait, dans un des marchés et une des opportunités, c'était notamment tout ce qui était connexion Wi-Fi dans les avions que vous pouvez que vous apportez. Et... Oui, ça fait partie des applications qu'on est en train de développer en ce moment, c'est-à-dire que l'industrie des télécoms par satellite sont en train d'apporter au marché. Ça existe d'ores et déjà. Aux États-Unis, une bonne partie des avions sont équipés avec du Wi-Fi à bord, qui est apporté par du satellite pour une bonne partie d'entre eux. Et c'est en train d'être déployé en Europe. Et une nouvelle génération de satellites est en train d'arriver, sera lancée en opération au tournant de la prochaine décennie, donc peut-être en 2020-2022. Ce sont des satellites qui sont très capacitaires, qu'on appelle des VHTS, et en fait qui vont être capables de produire de telles quantités de capacité à des coûts tellement bas qu'on pourra amener des propositions de services qui ressemblent à de la fibre en tout point du globe, y compris dans les avions. C'est-à-dire qu'on pourra amener de quoi streamer de la vidéo, donc de regarder Netflix dans les avions, regarder YouTube dans les avions. Et ça, c'est quelque chose qui est probablement un point de tournant pour l'adoption du satellite comme étant un complément technologique au réseau terrestre, puisque grâce à ces nouvelles technologies de satellite, donc très capacitaires, on arrive à rendre à peu près le même service que dans les zones urbaines, dans les zones non urbaines. Et donc ça permet vraiment de résoudre la fracture numérique de façon très efficace. Et c'est pour ça qu'on dit, beaucoup d'observateurs de l'industrie disent qu'on attend un rebond très substantiel de l'industrie du satellite aux environs des années 2020. C'est parce que cette nouvelle technologie va arriver en opération et être capable de déboucler beaucoup de demandes latentes. Juste pour ajouter que le côté fréquence, en fait, sur cette application, la conférence mondiale des radiocommunications qui aura lieu l'année prochaine, en fait, se penchera sur justement l'harmonisation mondiale de 2 fois 2 GHz de spectre supplémentaire pour ces fréquences, tant les demandes sont importantes. En 2015, il y avait déjà eu une première partie des fréquences qui avait été harmonisée pour cet usage. On voit que les propositions commerciales commencent à grandir. Et donc, dès l'année prochaine, il y aura à nouveau encore une arrivée massive de spectre pour ces usages. Donc, à la fois pour les avions, mais aussi pour les bateaux de croisière qui sont très demandeurs. Si je peux juste rebondir sur la rareté de la ressource, le partage, voilà. Et on peut parler aussi un petit peu de technologie, dans le sens où parfois on peut contourner l'usage des fréquences. Typiquement sur certains systèmes, ce ne sera jamais grand public, mais des lasers, des liens de communication laser, intersatellites ou même sol satellite, dans certains cas précis d'usage, peuvent permettre de libérer de la ressource
Voilà, c'est aussi important de le mentionner. Dans le spatial, les technologies avancent assez vite. Et ces choses-là, typiquement pour des cubes satellites ou des satellites un petit peu plus gros, c'est déjà disponible et ça va l'être de plus en plus. Voilà. Je peux juste mentionner. Donc la bonne chose, effectivement, c'est que donc, de plus en plus de constellations ont l'idée d'utiliser des liaisons intersatellites laser. Alors la chose intéressante, c'est que les liaisons optiques ne sont pas régulées. Au niveau mondial, la régulation s'arrête à 3000 GHz. C'est essentiellement dû au fait que les lasers étant tellement fins, les probabilités de brouillage entre deux systèmes laser sont quasi nulles. Et donc il y a une plus grande facilité effectivement d'accéder à ces fréquences, qui sont aussi des fréquences radio, hein, même si elles sont dans les lasers, mais également des débits bien supérieurs. Évidemment, il y a des contraintes technologiques associées. Et je ne sais pas si c'est une question pour Dominique ou je voudrais revenir sur mes usages. On est vraiment dans le tracking ou on est dans l'arrivée de services nouveaux et supplémentaires? Est-ce qu'on voit des nouveaux business arriver qui sont, bon, peut-être un exemple avec le maritime, mais au-delà de ça, des nouveaux business qui se développent? Je discutais avec le patron de Sigfox la semaine dernière qui me disait qu'il allait traquer les têtes de bétail en Argentine, mais là, c'est avec ses antennes à lui. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nouvelles opportunités de développement? Dans le domaine de l'observation de la Terre, il y a énormément de nouvelles applications qui sont en train d'apparaître. Vous mentionniez, bon, enfin, ça se rapproche de tous les suivis de la biodiversité, etc. Bon, là, c'est de la grosse biodiversité avec le bétail. Mais il y a aussi, par exemple, des applications qui se développent utilisant en particulier toute la surveillance des systèmes qui maintenant permettent de mesurer depuis l'espace les composants chimiques qu'il y a dans l'atmosphère. Donc, on a des applications sur des suivis, que ce soit de certains de ces composants chimiques, avec entre autres des alertes pour les personnes asthmatiques, des suivis des pollens et des choses comme ça. Vous avez cité aussi, on peut détecter un certain nombre de mouvements du sol. On commence à regarder pour essayer de suivre les infrastructures et pour voir s'il y a certaines parties d'infrastructures qui peuvent commencer à s'affaisser. Bon, on pense à ce qui a pu se passer cet été avec le pont à Gênes, mais ce type d'outil est en train de se développer pour surveiller les infrastructures, par exemple. Donc il y en a vraiment, et c'est toute l'idée d'un programme Copernicus, de mettre à disposition toutes ces données d'observation, qui sont c'est des quantités phénoménales, qui se chiffrent en pétaoctets chaque année, mais pour que l'ensemble de ceux qui ont des idées sur quel type d'application ils peuvent développer viennent puiser là-dedans et les développent. Et sur cette mise à disposition des données, Virginie, est-ce que vous estimez, vous aussi, avoir un accès suffisant à ces datas, ou est-ce que vous auriez des attentes en termes de disponibilité? À un moment, c'était très à la mode, tout ce qui était open data, changement de secrétaire d'État, d'ailleurs plus au numérique, oblige, on en parle un petit peu moins. Enfin, moi, j'ai ce sentiment-là. Est-ce que vous êtes estimé suffisamment bien servi? Alors, nous, au niveau de Xiaius Tracking, en fait, on est en contact direct avec des scientifiques qui ont des enjeux de publication derrière. Donc, l'open data, c'est pas vraiment possible dans notre cas, dans le sens où c'est open après la publication. Par contre, pour les enjeux que l'on a à l'heure actuelle, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les espèces, elles ne sont pas dans des environnements où on va avoir beaucoup de réseaux. Donc c'est pour ça qu'on utilise le satellitaire, parce que on prend un petit peu plus de hauteur et on arrive à les capter quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur la planète. En l'occurrence, avec le réseau qu'on utilise, il n'y a que 2 pays où ça capte pas, mais c'est pas des pays où on a fait des suivis à l'heure actuelle. Mais après, sinon, peu importe l'endroit sur la planète dans lequel l'animal se situe, on arrive à capter. Après, c'est plus au niveau de la quantité de satellites qu'il y a à l'heure actuelle, qui sont dispensés pour ces domaines-là, vraiment le tracking de wildlife, et leur temps de passage. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'émettre fréquemment pour pouvoir être sûr d'être capté par le satellite. Donc, comme j'émets fréquemment, j'ai une batterie qui est plus grosse. Donc, derrière, un device qui est plus gros aussi. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir plus de satellites pour être sûr qu'à chaque fois qu'on envoie de la donnée en haut, on soit intercepté, peu importe vraiment le moment et l'endroit sur la planète. Chose qui n'est pas vraie, mais qui le sera bientôt, parce qu'avec l'arrivée des nanosats, on les attend, nous, avec impatience.
Et on pense qu'il y a réellement quelque chose à faire donc, dans ces secteurs et ça va vraiment révolutionner nos usages. On parlait des applications tout à l'heure. Donc nous, on travaille dans le tracking d'animaux, mais derrière, il y a des applications aussi de tracking d'humains, notamment via tout ce qui est réchauffement climatique et catastrophes en fait, naturelles. On voit des migrations d'humains, donc qui peuvent entraîner des problématiques géopolitiques derrière, importantes. Donc aujourd'hui, il y a aussi de l'enjeu dans le tracking donc, d'une autre espèce, qui est l'Homo sapiens. Voilà. En attendant de traquer la 6e espèce de grand singe. Alors moi je voulais rebondir aussi sur un peu la nouvelle vague du spatial. On en a parlé un petit peu déjà. Il y a du hardware, on parle beaucoup de satellites, on parle beaucoup de stations au sol, mais l'applicatif c'est vraiment la nouvelle direction du spatial. C'est-à-dire que peu importe ce qui est en l'air, c'est le service final rendu. Et si je rebondis sur le service Copernicus, c'est nos impôts qui ont payé ça, c'est l'Europe. Voilà. Le retour d'investissement, le business, c'est juste énorme. C'est-à-dire que, bon, les chiffres, c'est peut-être pas exact, mais c'est 20 € pour 1 € investi dans un système spatial. Et nous, on le voit tous les jours avec Clément. C'est-à-dire que nous, on est visible parce qu'on est très hardware, c'est magique, on lance des satellites, mais il y a plein de petites boîtes autour de nous qui utilisent les données Copernicus pour faire du business, et des business qu'on n'imagine pas. C'est-à-dire c'est des gens qui vont créer. Et ça, c'est du spatial aussi. Et en France, on a la chance d'avoir des pôles de compétitivité avec des boosters du spatial qui poussent les entreprises à faire du business avec du data Copernicus typiquement. C'est bien, il fait les liens. Moi, juste un des points sur lesquels j'aimerais bien revenir, c'est, vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est sur effectivement l'aspect global du spatial. Et en fait, dans le domaine de l'observation de la Terre, ça a été ça qui en fait a permis véritablement de le développer. Moi, de formation, je suis un météorologue. Je dirais il y a 40 ans, on se basait essentiellement sur des observations, ce qu'on appelle in situ, c'est en gros des mesures au sol, puis aussi on lâchait des petits ballons dans certains endroits pour mesurer l'état de l'atmosphère. Vous imaginez bien que ça, il n'y avait que quelques endroits dans le monde, essentiellement sur les continents, où on avait des mesures. Ça veut dire que par exemple, la qualité des prévisions météorologiques il y a 40 ans était très très mauvaise sur tout l'hémisphère sud, parce que comme il n'y a pas beaucoup de continents sur l'hémisphère sud, du coup on avait peu d'observations. Pratiquement en 10 ans, je dirais, de disponibilité de mesures spatiales de l'état de l'atmosphère, le niveau de qualité des prévisions de l'hémisphère sud a rattrapé celui de l'hémisphère nord, donc qui est maintenant au top, essentiellement parce que maintenant on a des mesures absolument partout. C'est vraiment, pour l'observation de la Terre, l'aspect crucial, c'est de couvrir l'ensemble du globe. On a encore besoin de beaucoup de mesures au sol, mais c'est la combinaison des deux qui permet ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et concernant les petites startups qu'évoquait Jonathan, est-ce que vous avez un ou deux business qui sont un peu pétillants, qui auraient retenu votre attention ? Je vous en ai cité un ou deux tout à l'heure. Il y en a un autre qui m'est venu à l'esprit aussi, qui utilise complètement l'observation de la Terre. C'est d'essayer de détecter les endroits où il y a de l'eau, de l'humidité qui vont permettre le développement des moustiques. Et derrière, tout ce qu'il y a derrière, c'est d'essayer de détecter les zones où va pouvoir se développer le paludisme en particulier, et puis les autres maladies qu'on commence à voir se développer, y compris en dehors de leurs zones habituelles. Donc ça, c'est le genre aussi d'opération qui est en cours de développement actuellement. Et c'est aussi, en général... Alors, il y a des équipes universitaires qui travaillent là-dessus depuis pas mal de temps. Et puis, il y a de plus en plus, maintenant, effectivement, de boîtes, de start-up qui essayent de systématiser ça et de fournir ces renseignements. Et c'est tout de suite global. Une fois qu'on a mis au point les algorithmes nécessaires, on peut le fournir sur l'ensemble des continents. Et pour faire un lien avec ce qu'on disait à la table ronde précédente sur la 5G, j'ai cru comprendre moi que OneWeb voulait vraiment mettre la 5G au cœur de ces développements satellites. Et comment vous intégrez en fait ces deux technologies, l'une qui semble quand même très loin, très haut dans le ciel, et la 5G on a beaucoup plus parlé d'antennes et quand même d'équipements au sol. Quel est le lien et comment on intègre la 5G au développement des nouvelles constellations satellites ? Le satellite, ça va être véritablement la dorsale pour l'ensemble des antennes. Ça va être un substitut à la fibre. C'est le haut débit qui va passer. Ça va pas être seulement géostationnaire.
qui va pouvoir prendre l'ensemble de ces possibilités de communication dans les différents systèmes. Mais il va y avoir aussi beaucoup de poches de régions et de populations non connectées pour lesquelles il y a une énorme demande, comme une ville au milieu d'un village des Amazones, ou dans le nord de la Sibérie, où il y a des populations relativement importantes. Et les connexions sont importantes entre ça et les villes de la côte, n'existent pas ou seraient horriblement chères. Donc on pourrait essayer de voir comment on peut combiner cela. Et il y a une communication au Royaume-Uni en disant que lorsqu'il y aura la 5G, il faudra former tout le monde en même temps. On ne va pas sortir de la 5G. Il faudra que tout le Royaume-Uni reçoive la 5G en même temps. Alors on ne peut pas faire ça avec une seule technologie, donc il faut qu'il y ait une interaction avec d'autres technologies. Comment est-ce qu'on met tout le monde sur la 5G le même jour? France, un 5G en one shot, je me tourne vers vous, Rodolphe Belmer. Vous me regardez avec un air inquiet à chaque fois que je prends le micro, c'est pas rassurant. Enfin, je cherchais comment répondre à votre question. Le déploiement de la 5G, il faudra déjà qu'il soit homogène chez tous les opérateurs terrestres. Ce qui est loin d'être le cas. C'est pour ça que on n'en est pas du tout avec un seul à essayer d'envisager un allumage de tout le pays en même temps. Quand on regarde déjà la 4G et son rythme de développement, aujourd'hui en Europe, il y a 70% seulement de la population qui est couverte par la 4G. Donc on est très loin de ce genre de vision qui est très idéale, mais un petit peu idéaliste aussi. Enfin, ce qui est sûr, c'est que en termes de point de vue, nous on pense effectivement que la 5G va amener des nouveaux services très intéressants d'Internet de très haut débit et de connexion de multitude d'objets dans les villes, et que ces besoins qui vont naître dans les villes seront les mêmes dans les zones à faible densité. Et que seule la technologie satellite permettra d'apporter ce complément, et les technologies seront prêtes en opération à partir du tournant de la prochaine décennie. Donc l'industrie satellite, elle est prête. Maintenant, il faut harmoniser les standards et ce concept de réseau des réseaux. Il ne faut pas que ça reste un slogan, mais que ce soit une réalité. Aujourd'hui, on a un petit peu de doute quand même sur la posture des opérateurs terrestres et sur leur volonté de partager en réalité, j'essaie d'employer des mots simples, la 5G avec les autres technologies. Et en tout cas, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la 5G se résume à un débat autour du spectre. La 5G, ça veut dire plus de débit, hein, comme on l'a dit plusieurs fois lors de cette matinée, et plus de débit, ça veut dire plus de spectre. Et donc aujourd'hui, il y a une tension sur l'allocation du spectre, et en particulier autour de la bande des 28 GHz, qui est aujourd'hui une bande qui est utilisée par les opérateurs satellites, que ce soit OneWeb ou nous, pour apporter des services de très haut débit avec les satellites de demain, pour apporter de la 4G, de la 5G, partout où les populations n'auront pas accès au réseau 5G terrestre. Dans de nombreux pays, pas en Europe, mais dans de nombreux pays, et pas les moindres, il y a une très forte pression des opérateurs mobiles pour essayer de capter ces bandes de spectre à leur profit. Et nous, ce qu'on dit fermement, c'est qu'il n'y aura pas de 5G ubiquitaire, il n'y aura même pas de 4G partout dans le monde, il n'y aura pas d'Internet des objets sans spectre pour les opérateurs satellites et sans respect des investissements des opérateurs satellites. Les uns et les autres, que ce soit mes collègues de OneWeb ou nous-mêmes, on est en train de consentir des investissements qui sont colossaux pour apporter ces services aux populations dans les zones les plus lointaines, les plus rurales et souvent les plus déshéritées. Ça se compte en milliards d'euros en ce moment. On a besoin, pour que ces investissements puissent être rentables et ne pas être complètement inutiles, que le spectre sur lequel on veut s'asseoir nous soit protégé. Je pense que même si ce n'est pas l'agenda, ce sera un enjeu de la prochaine conférence mondiale des télécommunications. Et nous, on appelle à une vigilance très importante de l'ensemble des observateurs pour que les bandes de fréquences qui sont prévues pour l'usage de très haut débit par satellite soient réservées à cet usage-là et qu'on ne vienne pas, pour des raisons économiques,
opportune de court terme empiéter sur ces investissements qui sont très importants pour notre industrie, mais aussi pour les populations mondiales. Les opérateurs télécoms ne sont pas tout à fait là pour se défendre, mais Alexandre, si vous voulez ajouter un point. Oui, donc M. Belmer a raison. L'important, c'est de trouver en fait un bon partage entre les différents utilisateurs du spectre, parce que sinon, évidemment, en fait, l'intégralité des services ne pourra pas être fournie. Donc pour cela, au sein de l'UIT, la prochaine conférence mondiale se penchera sur une segmentation des fréquences entre une bande de fréquences pour les opérateurs mobiles et la bande de fréquence 28 GHz pour les opérateurs satellites. Ce qui est vrai, c'est que certains pays n'ont pas fait ce choix, et avant la CMR, ils ont décidé à l'avance de faire un autre choix. Donc ils ont pris le risque d'une non-harmonisation des fréquences. C'est leur choix. Il est difficile d'empêcher ces décisions nationales, mais ce qui est vrai, c'est que cela signifiera probablement moins de services dans ces pays et probablement aussi des terminaux qui pourraient être plus chers. Donc, selon la taille des marchés, cela peut être un pari acceptable. Dans d'autres marchés, notamment en Europe, où les marchés nationaux sont de plus petite taille, c'est sans doute beaucoup plus risqué. L'accès au spectre harmonisé est un enjeu essentiel pour le marché européen. On ne peut pas, en Europe, avoir des fréquences en Luxembourg, des fréquences en Belgique, des fréquences en France, qui ne sont pas les mêmes. Et donc c'est vrai à la fois pour les opérateurs mobiles, c'est vrai aussi pour les opérateurs satellites. Donc il y a besoin d'un partage astucieux des fréquences, et je pense qu'il y a des possibilités techniques de le faire. Ruth, you want to add something on this subject? And après, Ruth, vous voulez dire quelque chose encore ensuite? Je crois qu'Éric André a dit quelque chose de très important sur les satellites qui sont au mieux régionales et au mieux globaux. On ne peut pas, au sein d'une seule nation, de dire on va mettre un satellite et prendre le 28, et puis d'autres vont prendre le 30, etc. Il faut que le monde entier se mette d'accord sur les fréquences satellitaires en raison de la raison même de l'organisation de cette technologie. Alors pour d'autres choses, pour les microcellules, pour le Wi-Fi, il faut qu'on peut le contrôler au niveau d'un pays. Ça, c'est totalement différent. Mais il faut bien reconnaître que la technologie passe par les frontières, que ça demande une harmonisation. Question. Monsieur en haut. Oui, bonjour, Monsieur Pagnou, direction de contrôle du spectre, service régional de Villejuif. J'ai une question à deux volets. La première plutôt technique. Qu'est-ce que vous pensez de l'avènement des technologies de type moteur électrique à plasma, ainsi que des lanceurs réutilisables pour SpaceX? Est-ce que ces technologies, je pense qu'elles sont en l'état de lancement actuel et elles vont sans doute se développer? Et deuxième question, en tant qu'ex-chef de projet ministère intérieur sur le satellite Athéna Fidus, avec le CNES, des collègues qui sont dans la salle, qu'est-ce que vous pensez actuellement de la protection des données à la fois civiles, parce qu'on va brasser beaucoup de données, bien sûr, sur le plan à la fois civil, Big Data, et aussi, bien sûr, sur les satellites de type protection. On sait que malheureusement, les événements dramatiques de ces dernières années ont fait l'utilisation du satellite qui permet de désaturer les bandes terrestres et bien sûr assurer une protection à nos forces. Je vous remercie. Alors, sur les nouveaux lanceurs qui se lancent. Voilà. Nous, on est directement concernés du coup par cette histoire de lanceurs. Comme disait Jonathan tout à l'heure, pour les petites boîtes, un peu comme nous, les PME du spatial, l'accès aux orbites basses, en tout cas, est de plus en plus facile. C'est vrai que là, on a il y a des initiatives assez avancées, comme Rocket Labs USA, par exemple, qui commencent à déployer des services commerciaux sur des petits lanceurs pas encore réutilisables, mais qui le seront dans le futur, en orbite basse, et qui prévoient à l'horizon d'un an et demi, un tir par mois, par exemple. Donc c'est des business models où on va sur Internet, un peu comme Amazon, on réserve dans une fusée virtuelle un emplacement de satellite, on reçoit une facture de 500 000 $, on la paye, et un mois après, nos satellites partent.
Donc c'est des choses qui se développent là, c'est un exemple. En Europe, il y a d'autres initiatives qui vont certainement émerger. Alors il y en a beaucoup, parmi les 10 qui sont en vogue, il y en aura peut-être 3-4 qui vont survivre. Mais c'est quelque chose qui va permettre un accès quasi systématique, très, très régulier, très rapide et à bas coût, on va dire, enfin, pour les petites boîtes comme nous. Et potentiellement pour les plus grosses. Enfin, comment dire, je pense que OneWeb, typiquement, utilisera certainement potentiellement de ce type de lanceur. On ne peut pas comparer Unseenlabs à OneWeb. Donc on voit que ça peut intéresser tout un panel d'entreprises. Ruth, will you use them? I think that, Je crois que les tout petits satellites et les petits aussi sont en train d'amener des changements considérables dans les technologies associées. Donc la fabrication des systèmes géostationnaires, ça prenait au moins 2 ans. C'était fait à la main, ça prenait 2 ans pour un satellite. Mais ce qu'on peut espérer, qu'on peut révolutionner ça et que nos satellites vont pouvoir être faits un par jour. On pourrait faire un satellite par jour. Celui dont vous parlez, ou toute autre université dans le monde pourrait avoir la possibilité de concevoir et de développer son propre satellite. Ça ne va pas prendre un jour, ça va peut-être se faire, commencer à 8 heures du matin et faire 145 minutes. Donc, on arrive à une nouvelle logique. Il va forcément y avoir des nouveaux lanceurs et des véhicules qui n'ont pas besoin d'aller jusqu'à un niveau géostationnaire, mais sur une orbite basse et lancer un millier de petits satellites. C'est tout à fait fascinant et c'est vraiment quelque chose de tout à fait neuf pour l'industrie satellitaire. J'ai embêté Rodolphe Belmer ce matin, et sur tout ce qui est problématique liée à la sécurité des données. Oui. Je vais peut-être répondre juste à la question qui n'a pas été répondue sur les moteurs électriques. Effectivement, les moteurs de propulsion de satellites électriques sont en train d'arriver à maturité. Nous, on en utilise sur une partie des satellites qu'on est en train de lancer en ce moment. Et c'est très intéressant parce que ça évite d'intégrer, enfin, d'accroître la masse du satellite par du carburant. C'est-à-dire que les satellites qu'on peut faire aujourd'hui peuvent être lancés avec beaucoup moins de carburant, sont donc beaucoup plus légers, et ça veut dire soit on utilise des lanceurs qui sont moins chers, soit ça veut dire qu'on peut remplacer la masse qui a été utilisée par le carburant avant par de la charge utile, et donc avoir des satellites beaucoup plus puissants, et donc capables d'amener des équations de prix meilleures pour les consommateurs. Donc ça fait partie de l'ensemble des développements technologiques faits par l'industrie aujourd'hui pour aller diminuer le coût d'accès à l'espace, pour qu'on puisse refléter ça dans des services non plus B2B, mais des services qui sont au consommateur final, et donc avec des équations de prix qui sont meilleures. Sur la protection des données, c'est un sujet qui est central, dans lequel les satellites ont un avantage un peu, je dirais, consubstantiel, assez fort. Les réseaux satellites sont des réseaux qui sont isolés, bien souvent des réseaux terrestres, et donc ils sont très difficiles à craquer. Donc ça fait partie des arguments qu'on met en avant aujourd'hui, notamment quand on parle de résilience des réseaux. L'utilisation de satellites pour le backhaul ou pour la sécurisation des réseaux terrestres permet d'amener des solutions qui permettent de sécuriser les réseaux terrestres quand ils tombent, mais aussi permettent de sécuriser les réseaux terrestres face aux attaques cyber qu'on voit se multiplier. C'est vrai que cette réponse, probablement, à l'avenir ne suffira pas et qu'il va falloir qu'on travaille sur des systèmes de cryptage embarqués de plus en plus sophistiqués pour aller répondre à des besoins sécuritaires de plus en plus importants. Mais ça fait partie des bénéfices typiques de l'industrie du satellite par rapport au réseau terrestre, la plus grande résilience et la plus grande en général et la plus grande résilience aux attaques cyber en particulier. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que qu'en ce qui concerne Copernicus, donc il y a une politique de données libres, ouvertes et gratuites. Donc vous devez probablement vous dire que dans Copernicus, la question de sécurité, c'est le cadet de nos soucis. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et ce pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il y a un point qui est très important, c'est de garantir l'intégrité des données. C'est-à-dire que même si on les met en disposition libre, ouverte et gratuite, il est important de pouvoir garantir que les données que les gens vont récupérer sont bien ce qui a été mesuré.
Et la deuxième raison, je crois que je vous ai dit au début que Copernicus est un programme à la fois de surveillance environnementale, mais aussi de surveillance pour la sécurité. Et donc, il y a une partie aussi des missions qui sont gérées dans Copernicus qui consiste à effectuer la surveillance des frontières, aussi bien frontières maritimes, alors je ne sais pas s'il y a eu déjà des contacts avec UNSINLAB, et aussi les frontières terrestres, et donc en particulier les mouvements migratoires dont on parlait tout à l'heure. Et là, évidemment, ces données-là n'ont pas également exactement le même statut et ne sont pas mises à disposition de façon ouverte. Et cette composante un peu cyberdéfense, cybersécurité et maîtrise des flux et de l'accès à ces flux, c'est aussi un des axes principaux, même fondamental, de petits acteurs comme UNSINLAB. C'est-à-dire qu'il faut commencer par ça, en fait. Sans ça, le service est soit inutile ou au pire dangereux. Voilà. Donc c'est pas des choses qui sont hyper sexy à présenter, quoique ça le devient de plus en plus. Mais ce sont des composantes fondamentales sur un service de production de données. Et encore, on ne parle pas de respect de la vie privée, là, on parle vraiment de sécurité des données et des systèmes. C'est vrai qu'on voit une montée en puissance de l'intérêt même du grand public pour tout ce qui est question de sécurité. Un grand coup d'articles terrorisant sur comment j'ai hacké votre webcam. Je crois qu'il y avait une question en bas. Je vais vous laisser arriver. Ruben Alaline, cofondateur de HDRain, une toute petite start-up qui utilise pas mal de données de Telsat. Donc moi j'ai une question qui est un petit peu, même encore un petit peu plus large sur la disponibilité des services, notamment de connexion, vu les bandes de fréquences qui ont été évoquées sur la 5G et le spatial. Sur la 5G, vous avez choisi dans le spectre de se mettre sur la bande K, où on a eu une intervention de Dominique Marbouti qui nous a rappelé qu'il y avait quand même la vapeur d'eau et la pluie qui jouent un très grand rôle sur cette bande de fréquences. Comment est-ce qu'on va assurer la continuité de connexion dans les pays, notamment dans lesquels il y a les pluies tropicales et équatoriales, là où ça coupe déjà en KU, comment est-ce qu'on va faire en KA, que ça soit au niveau du sol avec les réseaux 5G déployés par des opérateurs et en liaison montante vers les satellites Internet et télévision aussi de KA. Je peux? Oui, tout à fait. Les ingénieurs sont très au courant de problèmes par rapport à la pluie, à la propagation pendant la pluie. Je ne suis pas ingénieur moi-même, mais il me semble que certaines solutions sont d'augmenter la puissance tout d'abord, donc envoyer plus de puissance, des largeurs de bande plus larges, et puis plus de stations sur Terre. S'il y a un problème sur une station terrestre en Indonésie, par exemple, à 200 km plus loin, on a peut-être une autre station terrestre qui ne connaît pas de problème à ce moment précis. Donc, il faut utiliser une autre technologie, comme une géostationnaire dans la bande C. L'Europe a décidé qu'elle n'en a pas besoin, mais les parties pluvieuses du monde gardent bel et bien la bande C par satellite pour plus précisément cette raison-là, comme secours, car ils veulent une connectivité à 100%, même 99,5 n'est pas suffisante si on a l'habitude de 100%. Donc il faut plusieurs technologies justement pour servir toutes les populations. Si je peux ajouter. Comme l'a indiqué aussi M. Wessel, et comme on parlera sans doute M. Geis cet après-midi, pour la 5G, ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, nous parlons beaucoup au niveau international des très hautes bandes de fréquences. Mais la 5G, c'est d'abord une technologie qui utilisera différentes bandes de fréquences. Et notamment en Europe, les bandes pionnières, elles se répartissent en 3 groupes. L'une, la 700 MHz, essentiellement pour la couverture, donc là, pas de problème de pluie. La deuxième bande très importante, ce sera le bas de la bande C, donc autour de 3,4 GHz, qui, elle, permet un bon compromis entre couverture et capacité. Là encore, sans problème de pluie. Et ensuite, pour les très hauts débits, la bande K. Ce modèle va aussi exister dans d'autres régions du monde. Et donc, la pluie, si vous voulez, n'est pas nécessairement le principal problème. L'autre point important, c'est que les premiers essais à long terme
de satellites en bande K ont montré que les modèles de pluie étaient souvent un peu pessimistes par rapport à ce que aux disponibilités qui sont obtenues en pratique, y compris dans des zones tropicales. Donc, la disponibilité de certaines applications, de certains satellites KA, ont montré que même dans certaines zones tropicales, en fait, on peut obtenir de meilleures performances que ce qui était prévu par les modèles. Donc ça, c'est un point important qui va sans doute s'améliorer avec le déploiement massif de satellites. L'autre chose, la dernière chose, en fait, c'est aussi une innovation technologique importante pour le satellite, qui est la modulation adaptative. C'est-à-dire qu'auparavant, quand vous aviez de la pluie, c'était soit vous aviez le service, soit vous ne l'aviez pas. Désormais, avec la modulation adaptative, il est possible d'avoir un service avec moins de débit, mais toujours en gardant la connexion. Et donc, ça impacte aussi la disponibilité de ces services. Peut-être qu'on peut dire, juste pour ajouter un point très court, aujourd'hui, on a quand même pas mal de recul sur ces sujets-là. Déjà, on sait que si vous voulez beaucoup de débit, la bande de fréquence qui s'impose à l'évidence, c'est la bande de fréquence Ka, puisqu'elle permet d'amener beaucoup plus de débit que les bandes qui sont plus basses. Deuxièmement, on a des satellites en opération qui opèrent en bande Ka depuis des années. On en a un au-dessus de l'Europe, par exemple, en ce moment, qui, depuis 7 ans, produit des services pour les citoyens en Europe. On a à peu près 200 000 abonnés qui reçoivent de l'Internet haut débit par ce satellite d'ores et déjà. Et on connaît le taux de disponibilité du service qui est supérieur au réseau terrestre. Donc aujourd'hui, on sait qu'avec de la bande Ka, en opération, on arrive à avoir un taux de disponibilité qui est très bon. Et ce qu'on voit dans d'autres régions géographiques, c'est que l'écart de taux de disponibilité entre de la bande KU ou de la bande Ka, en particulier dans les zones équatoriales, il n'est pas différenciant. Dans ces zones-là, quand il pleut vraiment beaucoup et tout coupe. Donc l'écart entre deux bandes de fréquences KU-Ka, par exemple, n'est pas matériel. Donc on voit, au-delà des modèles mathématiques et des modèles de prévision, que dans la réalité des marchés, on arrive à avoir des services qui sont non seulement performants dans la capacité qu'ils peuvent amener, mais aussi qu'en termes de disponibilité, ils sont extrêmement performants. J'espère que ça aura répondu à votre question. Peut-être si on a une dernière question, et puis après, l'heure tourne. Donc oui, monsieur, 1, 2, 3, 4, 5e rang. Et ça sera la dernière question, parce que malheureusement, l'heure tourne. Monsieur Charbonneau, Électronique Grand Public, a créé une start-up il y a 39 ans et qui opère dans le satellite depuis les années 85 et particulièrement aussi depuis 2011 avec les satellites Eutelsat à 9 degrés. Et j'aurais une question donc, pour monsieur Belmer. Quels sont vos projets face justement à OneWeb, face au 3B, face à d'autres projets aussi qui se dessinent, sans vouloir étaler les secrets, mais bon, voilà. Parce qu'il y a eu des phénomènes de saturation. On a une politique d'être très transparent donc, dans notre communication et dans nos projets. Nos ambitions de développement dans la connectivité sont dans 2 directions. L'Internet des objets. On va lancer un premier démonstrateur de satellites en orbite très basse qu'on appelle HELO dans les mois qui viennent pour tester des solutions adaptées à du très bas débit en communication directe entre les objets et les satellites, parce qu'on pense que c'est une ère applicative dans laquelle il y a beaucoup de croissance à attendre et dans laquelle les satellites sont nécessaires pour rendre un service de qualité et compléter les réseaux télécoms terrestres. Deuxième élément, c'est l'Internet de très haut débit. Et là, on a choisi une technologie qu'on appelle VHTS. Les satellites VHTS, ce sont des très gros satellites placés en orbite géostationnaire et qui permettent d'amener énormément de capacité, concentrée là où est la demande et à un prix unitaire très faible qui permet d'amener un service qui ressemble à de la fibre à un prix qui ressemble à de la fibre. On a commandé ce satellite VHTS, le premier de cette classe, à Thales, qui est en train de nous le fabriquer. Il arrivera en opération à la fin de 2021. Donc c'est ça notre roadmap technologique. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi cette technologie-là ? Parce qu'elle permet de répondre à l'équation beaucoup de capacité à un prix très faible. Et deuxièmement, c'est parce qu'on sait que les usages de l'Internet, aujourd'hui et demain, et de façon croissante, ils sont
pour le grand public, hein, je ne parle pas de toutes les applications, mais pour le grand public, qui sont insensibles à la latence. 80% de l'usage de l'Internet aujourd'hui, c'est du streaming vidéo. Et le streaming vidéo, c'est insensible à la latence, et le reste, c'est principalement du search et puis de la bureautique pour le grand public. Et nous, notre marché phare, là où on pense qu'il y a beaucoup de demandes, c'est l'Internet pour le grand public, dans les avions et dans les zones à faible densité. Et donc là, ça veut dire, en substance, amener la capacité en tout point du globe de streamer de la vidéo sur Facebook, sur YouTube, sur Netflix. Et ça, on sait le faire très bien avec des très gros satellites géostationnaires et qui, en plus, comme c'est des très très grosses machines, très capacitaires, nous permettent de répondre à des équations de prix qui sont très bonnes pour les gens et donc acceptables pour les foyers un peu partout dans le monde. Merci pour cette réponse précise. Donc, malheureusement, il est l'heure. Merci beaucoup à vous tous d'avoir assisté à cette matinée. Je vous donne rendez-vous à partir de 14h après une petite pause, le temps de networker, comme on dit en bon français, et d'aller regarder les démonstrations qui sont nombreuses et intéressantes au rez-de-chaussée, en fait. Merci beaucoup.